Le 6 août 1976, à Londres, Mark Timpson, chauffeur de métro, embarque pour sa journée quotidienne à bord du train numéro 11. Aujourd'hui, il effectue le tracé de la ligne 15, l'un des plus vieux tunnels du réseau londonien. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette journée le changera à jamais. En ce mois de mai 1915, Adrien et Paul-Henri suivent leur père au bord de la rivière Yama-Omo. Ce qui commence comme une simple journée de pêche prend une tournure étrange lorsque le plus jeune aperçoit une silhouette mouvante sous la rivière. Ce qu'ils y découvriront changera à jamais leur perception de la rivière et d'eux-mêmes. En 2007, un nouvel élève arrive au collège Marie-Tremblay de l'Incarnation à Gatineau. Il se présente comme Émile Tremblay, mais son arrivée soulève bien des questions. Son comportement étrange intrigue autant qu'il inquiète. Un jour, l'école entière doit être évacuée. Ce qui l'a provoqué ce jour-là reste encore entouré de mystères. La petite ville d'Ebstadt est plongée dans un délire et une terreur incommensurables. Les habitants commencent tous à souffrir de maux de ventre intenses. Des flatulences se font entendre et des diarrhées impossibles surviennent. La dysenterie, certains penseront, mais la réalité est bien plus tragique qu'il n'y paraît. Les mystères qui émergent de ces récits nous laissent perplexes, ébranlant notre perception du réel et du fantastique. Ces histoires soulèvent de nombreuses questions sans réponse, mais rien n'est si angoissant et fantastique que l'inconnu. Ici Victor Delacroix et bienvenue à Dossier Impossible. Parfois, on se demande si ces récits sont réels ou simplement le fruit d'une imagination un peu trop fertile. Mais que feriez-vous si, un jour, votre routine professionnelle se transformait en une série de phénomènes inexplicables? C'est exactement ce qui est arrivé à Mark Timpson, un chauffeur de métro londonien, alors qu'il s'apprêtait à parcourir la ligne 15, dans l'un des tunnels les plus anciens et énigmatiques du réseau. Il est 4 heures du matin à Londres, une ville encore agitée malgré le silence de la nuit, seulement perturbée par les grondements des véhicules ou le souffle du vent capricieux. Dans un modeste appartement, le rue Watergate, au numéro 34, une lumière vacille derrière des rideaux fanés. Là, un homme se réveille brusquement au tintement métallique d'un réveil archaïque. Mark Timpson, le visage marqué par l'usure du temps et la fatigue d'une nuit trop courte, se redresse avec lenteur. Ses doigts hésitants écrasent l'appareil bruyant, réduisant son chant à un silence résigné. Célibataire depuis toujours, Mark est un homme effacé, presque invisible dans le flou incessant des âmes londoniennes. À 53 ans, il mène une existence monotone, rythmée par les horaires inébranlables du métro qu'il conduit depuis plus de 3 décennies. Ce matin du 6 août 1976 n'annonce rien d'inhabituel et pourtant, ses gestes empreints d'automatisme le guident vers son vélo fatigué, un compagnon aussi rouillé que sa routine. Il enfourche l'engin et s'éloigne, pédalant mécaniquement en direction du Lily Bridge Depot, niché dans le district d'Hammersmith et Fulham. Cet endroit, aux allures banales, pour quiconque n'y travaille pas, est l'un des nombreux dépôts du métro londonien. Et pour Mark, c'est presque une seconde maison, bien que dépourvu de chaleur et d'humanité. À son arrivée, il traverse la sécurité, non sans un soupçon de lassitude, en utilisant une carte magnétique. Il se ferait dès lors un chemin parmi les wagons endormis, choisissant l'un d'eux pour débuter sa journée. Mark portant sur lui son uniforme et sa boîte à lunch, soigneusement préparée, mais destinée à rester intacte jusqu'à une pause incertaine. Il monte dans son train et ouvre la porte de la cabine avant de s'asseoir sur le siège conducteur. Attachant sa ceinture, il pose dès lors près de lui dans la cabine son sac à lunch. Une alarme retentit, écho perçant dans le silence du dépôt, marquant le début de son parcours. Il est désormais 5 heures. La ligne 15 l'attend, une ligne qu'il exècre depuis toujours, bien que son mépris ait été englouti depuis longtemps par l'habitude et la résignation. Alors que le train s'ébranle doucement, une ombre semble passer furtivement sur son visage, reflet de pensée qu'il ne partage jamais. Le monde extérieur s'efface, remplacé par les tunnels sombres et humides du sous-sol londonien.
Mark Timpson connaissait cette ligne mieux que quiconque. Après 35 ans à conduire des trains dans les méandres du métro de Londres, il n'était pas homme à se laisser impressionner par les histoires qu'on pouvait y raconter. Pourtant, la ligne 15 avait la réputation d'être différente. On racontait qu'elle serait hantée, traversée par des esprits et des phénomènes inexplicables. Certes, Mark avait déjà remarqué quelques étrangetés, un froid glacial surgissant sans raison apparente, ou des pannes soudaines et inexplicables de son train. Mais rien qui ne sorte véritablement de l'ordinaire, du moins jusqu'à ce matin du 6 août. Les premières heures de son corps de travail se passèrent sans incident. Il était à présent 7 heures du matin et l'heure de pointe transformait chaque station en une fourmilière humaine. À chaque arrêt, le flux de passagers semblait de plus en plus chaotique. Pourtant, ce fut au départ de la station Dover-Fenwick que quelque chose changea. Le train s'enfonça dans l'obscurité du tunnel, une obscurité familière mais pesante. Soudain, Mark aperçut une lueur étrange au loin, vacillant comme un feu follet au milieu des ténèbres. Intrigué mais prudent, il supposa qu'il s'agissait d'un sous-traitant mal avisé, travaillant seul sur les rails. Il actionna le klaxon de son train, espérant avertir la silhouette lumineuse qui continuait de briller. Dans le même temps, il appela la centrale. « Y a-t-il des travaux entre Dover-Fenwick et Morrington ?» demanda-t-il en tentant de masquer son agacement. Le grésillement de son micro fut sa seule réponse pendant un moment. Enfin, une voix lui répondit « Aucun signalement de travaux aujourd'hui. » Perplexe, il répondit « Probablement un squatter. Pouvez-vous envoyer une équipe de sécurité? » Mais la voix à l'autre bout de la ligne fut catégorique. « Non, gérez cela vous-même. » Soupirant, Mark activa l'intercom pour informer les passagers d'un retard temporaire. Il descendit de son train, la lampe torche en main, et s'avança prudemment vers la mystérieuse lumière. Mais à mesure qu'il s'approchait, elle vacilla, puis disparut, comme soufflée par une brise invisible. Satisfait d'avoir potentiellement effrayé l'intrus, il retourna dans sa cabine, remit le train en marche et reprit la route. À peine avait-il remis son train en marche que, tout à coup, devant lui, il vit une forme féminine surgir des ténèbres, illuminée par les phares du train. Une femme vêtue de blanc courait frénétiquement le long des rails. Ses cris déchirèrent le silence oppressant du tunnel. Pétrifié, Mark enclencha les freins d'urgence, mais c'était déjà trop tard. Il sentit le choc, puis le craquement sinistre d'os broyés sous le poids du train. Sa fenêtre se couvrant instantanément de sang. Terrassé par la peur et la culpabilité, Mark activa le bouton SOS de son tableau de bord, tout en allumant ses essuie-glaces pour retirer le sang. Il balbutia un appel à l'aide à la centrale. « J'ai perdu quelqu'un! Oh oui, une équipe, maintenant! » Incapable de s'arrêter, il continua sa route jusqu'à la station suivante, les mains tremblantes, les larmes aux yeux. Lorsqu'il atteignit enfin la sécurité relative de la plateforme, sans savoir que des agents et des médecins étaient déjà en route pour inspecter le tunnel. Alerté par le signal de détresse, la centrale réagit rapidement. Une équipe de police et des secours médicaux furent dépêchés sur les lieux, prêts à intervenir en cas de drame. La ligne 15, déjà teintée de mystère, est immédiatement fermée pour la journée, provoquant la frustration des usagers, mais garantissant la sécurité de tous. Les équipes médicales et policières se précipitèrent dans le tunnel entre les stations Dover-Fenwick et Morrington. L'obscurité y est oppressante, seulement troublée par le faisceau tremblant des lampes torches. Pendant de longues minutes, elles explorent chaque recoin, scrutant les rails et les bas-côtés, à la recherche du moindre indice. Mais rien, pas de corps, pas de traces de sang, rien qui puisse attester d'un accident. Une fausse alerte, c'est ce que tout semble indiquer. Pourtant, quelque chose ne colle pas. Pendant que la ligne 15 demeure fermée, Mark Timpson regagne la centrale, abattu. Son visage blême et son regard hanté trahissent un esprit tourmenté. Cet homme, marqué par des décennies passées à conduire des trains dans les entrailles de Londres, n'est pas étranger aux tragédies. En 35 ans de service, il a déjà été témoin de 2 collisions fatales. Les 2 dernières personnes qu'il a écrasées étaient des suicides. Mais cette fois, quelque chose est différent. Cette fois, l'angoisse dépasse de loin tout ce qu'il a connu. Lorsqu'il arrive à la station de dépôt, un inspecteur s'approche de son train.
L'homme jette un regard perplexe sur la locomotive, puis sur Mark. Son expression est presque incrédule. « Rien à signaler », dit-il avec un haussement d'épaule. Mark descend lentement, ses jambes flageolantes, mais ce qu'il voit achève de le terrifier. Son train, qu'elle jurerait avoir vu couvert de sang, est d'une propreté immaculée. Ni éclaboussure, ni trace, rien. Pourtant, l'image de l'explosion écarlate, le bruit du choc, le craquement sinistre des os, tout cela reste gravé dans son esprit comme une plaie béante. Se pourrait-il qu'il ait rêvé que son esprit, usé par le poids des années et des responsabilités, ait fabriqué une illusion aussi sordide? Mark vacille sous le poids de ses doutes, persuadé qu'il sombre dans la folie. Mais alors que la journée progresse, une vérité inattendue émerge. Les techniciens, examinant les enregistrements des caméras de surveillance du cockpit, tombent sur une séquence qui lui laisse sans voix. Sur les images, la silhouette d'une femme apparaît clairement dans les phares du train. Sa fuite désespérée, sa chute, l'impact brutal et enfin l'horreur, une explosion de sang contre la vitre du cockpit. Les techniciens, pétrifiés, transfèrent immédiatement la vidéo à leur supérieur. La direction, perplexe, ordonne une nouvelle fouille complète du tunnel entre Dover, Fenwick et Mornington. Les équipes s'aventurent une fois encore dans l'obscurité froide et oppressante, cherchant le moindre indice. Mais tout comme la première fois, elles ne trouvent rien. Aucune trace de corps, pas même une goutte de sang. Pourtant, les images ne mentent pas. Incapables d'expliquer l'inexplicable, les responsables rédigent un rapport détaillé et transmettent l'affaire au ministère des Transports. Mais là encore, l'issue est frustrante. Le ministère, face à l'absence de preuves physiques, classe l'incident sans suite, ajoutant une note laconique, « Phénomène inexpliqué ». L'histoire de Mark n'est pas unique dans les annales du métro londonien. Selon l'Office of Rail and Road, ORR, qui surveille les incidents ferroviaires au Royaume-Uni, le réseau du métro enregistre en moyenne une quarantaine de décès par an, qu'il s'agisse de passagers ou de travailleurs. Cela équivaut à 3,3 morts par mois, soit presque 1 par semaine. Et ce ne sont que les tragédies les plus graves. Les blessures sévères nécessitant une hospitalisation s'élèvent à environ 1325 cas pour l'année 2023-2024. Quant aux incidents de toute autre nature, panne, chute, altercation, leur nombre atteint l'impressionnant nombre de 17 439 pour 2024. Ces statistiques froides et impersonnelles révèlent une réalité sombre. Le métro de Londres, malgré son efficacité légendaire, est un lieu où le danger rôde à chaque instant. L'histoire de la ligne 15 du métro de Londres aurait pu se clore ainsi, entre mythes et rumeurs distillées par ses usagers. Mais l'incident impliquant Mark Tipson avait ramené à la lumière une personne qui, pendant des années, s'était résignée à garder le silence, amenant l'ouverture d'une autre enquête menée par l'Office of Rail and Road, ainsi que le ministère des Transports britannique. Cette dernière ne fut rendue publique qu'en 2018, après une action collective visant à obtenir des réponses. Nous allons désormais vous révéler la vérité sur la ligne 15 de Londres et ce qui s'est réellement passé le 6 août 1976. Il était tard ce soir-là, bien que Mark Tipson soit retourné chez lui, apparemment sans encombre après sa sortie du dépôt, un groupe de personnes curieuses s'était déjà rassemblé à la station Mornington. Il va sans dire que l'incident survenu avec Mark n'était pas passé inaperçu. Très rapidement, les médias londoniens ont pris l'affaire en main, parlant d'un mystérieux incident à la station. Plusieurs témoins ont affirmé avoir entendu et même ressenti le passage du corps de la dame sur les roues du train. L'histoire a rapidement fait la une des journaux du soir. Les images de vidéosurveillance ont même été diffusées au grand public. Pour beaucoup, ce drame fut vite relégué aux oubliettes. Pourtant, un homme du nom de Reginald Porter, du haut de ses 80 ans, n'était pas prêt à laisser cette histoire sombrer dans l'indifférence. Ce vieil homme, résidant dans le comté de Cornwall depuis bien longtemps, avait vu de nombreux événements marquer l'histoire dans la région. Mais celui-ci, celui qu'il venait de découvrir, le ramenait à de très lointains souvenirs. Reginald, un ancien marin à la retraite, avait toujours été un homme de peu de mots, mais doté d'une mémoire acérée et d'un sens aigu de la justice. Alors que le reportage sur l'incident de Mark Tipson à la ligne 15 passait à la télévision, un frisson glacé parcourut son dos. Les détails de cette tragédie lui rappelaient un passé qu'il n'aurait jamais cru revoir et qu'il avait même oublié. Il appela donc la police et affirma qu'il aurait peut-être des réponses pour les enquêteurs.
le matin du 7 août 1976, un groupe d'officiers se rendit au domicile d'un vieil homme, un homme dont la réputation en ville n'était pas sans mystère. Sans se presser, il les invita à le rejoindre dans son salon, où un feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs, comme pour préparer le terrain à l'histoire qui allait suivre. C'est au moment précis où l'un des officiers actionna le dictaphone que le vieil homme, d'une voix grave, se mit à raconter l'impensable. Voici ce qu'il raconta, tel qu'il le dévoila ce jour-là. Reginald naquit le 13 octobre 1896 dans l'un des quartiers ouvriers les plus pauvres de Londres. Ses parents, issus des classes les plus misérables de la société, ne connaîtraient jamais la richesse, et leur fils grandirait dans la saleté et la précarité que la ville insalubre avait à offrir. Dès son plus jeune âge, Reginald se fit un nom dans les ruelles sombres de la ville en subtilisant des morceaux de pain ou des fruits frais sur le marché, tel un Aladdin des temps modernes. Cependant, sa petite vie de larcin se transforma progressivement en une carrière de délinquant. Le jeudi 12 mai 1910, à l'âge de 13 ans, il fut interné dans l'un des nombreux centres de correction de Londres. Là, au milieu des détenus, se trouvait un homme qui allait marquer la vie de Reginald, Horace Grimthorne, un ancien magnat des finances condamné à une prison à vie, avait trouvé un emploi de concierge dans cet établissement. Il avait été muté dans le centre correctionnel pour bonne conduite et âge avancé. Il était avant incarcéré dans la prison de Gay Jail. Malgré sa situation, il noua rapidement une amitié avec le jeune Reginald. Un soir de 1911, alors que la nuit tombait sur l'enceinte de l'établissement, Reginald, intrigué par le passé d'Horace, lui demanda de lui raconter son crime. Horace, d'un air mélancolique, accepta, la gravité de son histoire pesant sur ses épaules fatiguées. Horace commença son récit. En 1863, alors qu'il n'avait que 24 ans, il rencontra dans un cabaret de la ville une jeune femme d'une beauté saisissante. Elle se nommait Clarissa Knoxley et ses formes parfaites étaient aussi envoûtantes que son esprit. Horace, déjà un homme riche et influent, s'approcha d'elle et après une brève conversation, ils décidèrent de sortir ensemble. Leur relation naquit rapidement et, en peu de temps, ils devinrent des amants inséparables. Mais tout changea en 1866. Horace commença à remarquer un étrange détachement de ses Clarissa. Elle devenait distante. Son esprit semblait ailleurs. Un soir, accablé par ce comportement, Horace la confronta. Clarissa, incapable de lui répondre, quitta soudainement leur demeure sans explication. Ce n'est que bien plus tard, dans la nuit glaciale de janvier 1867, qu'Horace retrouvera Clarissa dans un grand salon de la ville. Par la vitre à carreaux, il aperçut sa bien-aimée dansant avec un autre homme. Les deux étaient vêtus de somptueux habits en ce qui semblait être la veille de leur mariage. Elle était en train de rire et de chanter avec un autre homme qui l'embrassa peu après. Un geste qui déchira le cœur d'Horace. Furieux, Horace entra dans la pièce en fracas, se dirigeant immédiatement vers Clarissa. Surprise, elle tenta de le repousser, mais Horace, dans un élan de rage incontrôlé, frappa l'homme et, d'un geste brutal, saisit Clarissa par le bras. Il l'emmena avec lui, la traînant hors du salon pour la jeter dans son carrosse tiré par 3 chevaux noirs et roux. Il monta alors et s'en alla d'un trait sec et rapide. La neige tombait en flocons épais, tandis que les roues du carrosse roulaient sur les pavés sombres de la ville. Clarissa, dans un ultime effort, ouvra la porte du carrosse. Elle réussit à s'échapper des mains de son ravisseur et tomba lourdement dans la ruelle enneigée, déchirant sa robe dans sa fuite précipitée. Horrifié par la trahison, Horace poursuivit sa bien-aimée à travers les rues, suivant ses traces dans la neige, la rage enflant ses entrailles. Après quelques minutes de poursuite frénétique, il arriva enfin à l'entrée d'un chantier en construction. Là, dans l'obscurité, un petit tunnel creusé dans la terre s'offrait à lui, comme un passage vers un destin incertain. Mais c'était là, dans cet espace exigu et sombre, que l'histoire d'Horace Grimthorne et Clarissa Knoxley prit un tournant étrange et inexpliqué. Un tournant que Reginald n'était pas encore prêt à comprendre. Il s'engagea alors dans le tunnel obscur et inachevé. Ses lanternes vacillantes faiblement, leur lumière tremblotante dans l'immensité noire qui les entourait. L'air humide et froid
emplissait l'espace une atmosphère oppressante et lourde, comme si le tunnel lui-même retenait son souffle. Puis, au loin, dans cette obscurité abyssale, une silhouette apparut. C'était Clarissa Knoxley. Épuisée par sa course effrénée, elle se tenait sur les rails, haletante, avant de s'élancer à nouveau dans une fuite désespérée, hurlant de terreur, mais la scène qui suivit s'inscrivit dans l'horreur pure. Horace, consumé par la jalousie et la rage, ne ralentit pas son carrosse. Il accéléra, ses chevaux frappant le sol avec une puissance dévastatrice, et les roues du carrosse s'abattirent impitoyablement sur la jeune femme, écrasant sa silhouette fragile. Le bruit des os se brisant, le cri étouffé de Clarissa, tout cela se perdit dans un fracas sourd. Des roues implacables écrasèrent la chair de son corps, tandis que le sang jaillissait comme un geyser sous la force du choc. Le spectacle de sa souffrance semblait presque irréel, une scène d'un cauchemar devenu réalité. Horace, les traits déformés par un sourire de satisfaction morbide, arrêta finalement son carrosse. Il sauta au sol, les yeux fixés sur le corps de Clarissa, qui gisait dans une mare de sang, un mélange de douleur et de désespoir visible sur son visage encore pâle. Incroyablement, elle était toujours vivante, bien que ses souffrances soient insoutenables. L'agonie transparaissait dans ses yeux, tandis qu'elle se battait pour chaque souffle. Ce dernier, le regard froid et déterminé, s'approcha d'elle. Il se pencha, un sourire presque tendre sur ses lèvres, et, d'un geste lent et obséquieux, il s'inclina pour l'embrasser une dernière fois. Ses paroles, murmurées dans l'air glacé, étaient à la fois un adieu et une déclaration empoisonnée. « Je t'aime, tu es l'amour de ma vie. » À ces mots, Clarissa, dans un soupir, rendit son dernier souffle. Le silence fit lourd et oppressant, comme si le monde entier suspendait son souffle en même temps qu'elle. Horace, satisfait de cette fin macabre, se redressa. Il se tourna sans un regard en arrière et repartit. Le lendemain, ce dernier, sujet au remords, se rendit aux policiers comme si de rien n'était. Ainsi, le témoignage de Reginald prit fin, laissant dans l'air une lourde tension. Les officiers, stupéfaits par la véracité de ses paroles, se lancèrent dans une investigation approfondie des archives publiques. Ce qu'ils y découvrirent ne fit qu'ajouter au mystère. En effet, les documents officiels confirmaient que la construction du tunnel de la ligne 15 avait bel et bien commencé en 1867 et qu'une certaine Clarissa Knoxley y avait également été retrouvée morte en janvier de la même année. Bien que les traces de son existence aient été partiellement effacées par le temps, les éléments retrouvés corroborèrent les récits troublants rapportés par les usagers du métro au fil des ans. Des témoignages de Mark Tipson, notamment, s'inscrivaient parfaitement dans cette toile d'indices. L'histoire de Reginald, appuyée par ses preuves historiques, permettait désormais de supposer que ce que des centaines de voyageurs avaient vu et entendu dans le métro n'était rien d'autre que l'apparition spectrale de Clarissa Knoxley. Cette vision récurrente, une sorte de malédiction liée à son meurtre brutal, semblait se répéter inlassablement dans les couloirs de la ligne 15, comme un écho du passé, indélébile et immuable. Cependant, bien que les faits semblent évidents, l'Office of Rail and Road savait que de telles révélations risquaient de compromettre la crédibilité des autorités et d'attirer une foule curieuse, prête à se précipiter dans les tunnels à la recherche de ce qui ne pouvait être vu. De peur qu'une telle influence ne mette en danger la sécurité des usagers, le ministère décida de classer l'affaire top secret, ordonnant que tout soit dissimulé dans les recoins les plus profonds des archives gouvernementales. Alors, que faut-il penser de toute cette affaire? L'enquête, bien qu'appuyée par des témoignages et des archives, semble n'avoir soulevé que davantage de questions. Si le témoignage de Reginald est véridique, pourquoi les autorités ont-elles accepté si rapidement sa version des faits sans chercher à en savoir plus? Pourquoi n'ont-elles pas approfondi les pistes laissées ouvertes dans ce récit? En effet, aucune enquête indépendante n'a pu mettre la main sur les 10 documents mentionnés dans leur rapport d'enquête final, confirmant ainsi l'existence de Clarissa Knoxley. Seule la commission d'enquête gouvernementale, gardée secrète, semble en avoir eu connaissance. Cette omission est-elle le fruit du hasard, ou bien cache-t-elle un secret plus sombre? Il arrive souvent que les vérités qui dérangent soient enterrées sous des couches de mystère et de spéculation. Certaines, prétendument des légendes,
prennent racine dans des événements réels qu'on tente de dissimuler. Et si ces histoires étaient en fait des souvenirs d'un temps oublié, réinterprétés par l'imaginaire des générations suivantes. Tout comme la vérité derrière l'enquête de la ligne 15, des mystères anciens, à première vue anodins, continuent de hanter ceux qui osent s'y intéresser. Ce fut le cas pour Adrien et Paul-Henri en mai 1915, lorsqu'ils se retrouvèrent face à une créature que l'on pensait reléguée au mythe, mais qui pourtant existait bel et bien au bord de la rivière Yamaomo. Il fait encore doux en ce matin du jeudi 6 mai 1915. L'aube, timide mais certaine, effleure lentement le petit village de Capcha, dévoilant peu à peu ses contours dans la lueur pâle du jour naissant. L'air, encore frais, frissonne sous les brises marines et les goélands, perchés sur les falaises, déchirent le silence de leurs cris perçants, répercutés par les vagues qui se brisent contre les coques des embarcations laissées à l'ancre. L'horizon, encore voilé par la brume du Saint-Laurent, s'éclaircit peu à peu sous la lueur vacillante du fort, dont le faisceau balaie lentement la mer. La brume qui enveloppait le fleuve se dissipe à mesure que le mercure grimpe, révélant un paysage encore endormi mais empli de promesses. Le village de Capcha, modeste mais vivant, comptait environ 1500 habitants à cette époque. Situé à une quinzaine de kilomètres de Sainte-Anne-des-Monts, il était, comme tant d'autres petites communautés du Québec, un lieu où la mer dictait le rythme de la vie quotidienne. En ce début de mai, lorsque les glaciers avaient fini de fondre et à libérer les eaux glacées du fleuve, la pêche au saumon entrait dans sa pleine saison. Un moment crucial pour les pêcheurs locaux, dont la subsistance dépendait largement de la mer. Dans ce cadre se trouvait la famille Dubé. D'alors, le père, un homme dont la carrure imposait le respect, et Léonore, sa douce épouse, et leurs deux enfants, Adrien, un garçon de 8 ans, aux yeux vifs et à l'esprit curieux, et Paul-Henri, leur aîné de 12 ans, un enfant plus silencieux, souvent perdu dans ses passés. Aucun des deux garçons ne fréquentait l'école, car en ce temps-là, l'obligation scolaire n'était pas encore instaurée. Nombreux étaient ceux qui, comme Adrien et Paul-Henri, étaient appelés à prêter main forte à leurs parents. Leurs jeunes mains, loin des bancs d'école, étaient les premières à participer aux tâches quotidiennes. Réparer les filets, aider à préparer les repas ou même participer aux premières sorties de pêche. Ce matin-là, comme à leur habitude, la famille Dubé se leva à l'aube. Mais pour Paul-Henri, Adrien et leur père, alors, le 6 mai 1915, revêtaient un caractère particulier. Ce jour-là, ils avaient prévu de se rendre à leur cabane située au bord de la rivière Yamaomo, à 12 heures de marche de Capcha. Un lieu isolé, presque secret, connu seulement des habitants locaux. La saison de pêche au saumon débutait et c'était l'occasion idéale de capturer les premiers poissons avant que l'afflux de pêcheurs n'envahisse la région. Après un modeste repas de pain, le trio prit ses sacs et son équipement, se préparant à une journée d'aventure, espérant que cette rivière leur offrirait une abondance de prises. Leurs pas les menèrent dans le calme de la nature environnante. Et après plusieurs heures de marche, le groupe arrivant enfin à destination. Il était à peu près 9 heures du matin et l'air d'abord frais devenait de plus en plus chaud, comme un prélude à la journée qui s'annonçait. Les enfants, habitués à ce lieu, se dirigèrent immédiatement vers la cabane, déposant leurs affaires avant de s'emparer de leur canne à pêche. La cabane, petite et modeste, se trouvait non loin de la rivière et, de son emplacement, on pouvait entendre le murmure constant de l'eau, un bruit doux et apaisant, comme une mélodie de la nature elle-même. Une fois arrivés sur la plage, ils commencèrent leur journée de pêche. Les prises ne tardèrent pas à se multiplier. Et, à leur grande surprise, les saumons étaient d'une taille impressionnante, bien plus gros que d'habitude. Un frisson de joie parcourut alors, dont l'enthousiasme était palpable. Non seulement ces poissons nourriraient sa famille, mais il pourrait également en vendre une partie au marché local pour une somme appréciable. La journée s'écoulait tranquillement, chaque moment semblant s'inscrire dans la routine familière des journées de pêche. Rien ne laissait présager qu'un événement hors du commun allait bientôt se produire. En début d'après-midi, alors que la chaleur s'intensifiait, Paul-Henri ressentit le besoin de se soulager. Quelque peu gêné, il déposa sa canne à pêche sur le rocher où le groupe s'était installé et s'éloigna un peu plus loin, s'enfonçant dans la végétation. Arrivé près d'un arbre,
il s'apprêtait à uriner lorsqu'un son lointain attira son attention. Il s'arrêta net, tendit l'oreille. Un bruit étrange, presque imperceptible, semblait se mêler au murmure de la nature. De la musique? Intrigué, il referma son pantalon et, avec prudence, s'avança. Le son se précisa et il crut alors entendre des chants. Un frisson parcourut son dos. Une petite fille, se dit-il, une pensée qui surgit de son inconscient. Mais il n'en était pas certain. Tout à coup, animé par une curiosité grandissante, il se hâta de retrouver son frère et son père, leur relatant son étrange expérience. Alors, et Adrien, surpris, se regardèrent, leurs sourcils froncés. Ils n'étaient pas tout à fait convaincus, mais en voyant leur fils troublé, ils décidèrent de chercher plus loin. Ce qu'ils découvrirent en poursuivant leur investigation allait marquer à jamais leur mémoire. En avançant, le groupe entendit à nouveau ces chants. Cette fois, ils semblaient provenir d'un endroit situé non loin en aval de la rivière. Tout semblait calme, et la nature continuait de chanter son hymne habituel. Mais soudain, Adrien, les yeux écarquillés, pointa du doigt, le visage baigné d'une curiosité mêlée d'inquiétude. « Un morse! » s'écria-t-il d'une voix presque incrédule. Un morse ici, cela paraissait presque impensable, surtout dans une rivière. Alors, perplexe, suivit le regard de son fils et aperçut alors, sur les rochers bordant la rivière, une silhouette colorée, allongée, apparemment figée. Les chants provenaient aussi de cet endroit. L'image qui s'offrait à lui n'avait rien de familier, et un frisson d'inquiétude se mêla à la curiosité croissante. « Mais qu'est-ce que c'est? » murmura-t-il, un ton inquiet dans la voix, mais aussi celui de la fascination. « Restez proche de moi, lança-t-il ensuite. Ses enfants, ne cherchant pas quoi faire d'autre, obéirent et restèrent proches de leur père, qui, incapable de distinguer de quel animal il s'agissait, commença à s'avancer lentement vers l'étrange chose. Arrivés à une dizaine de mètres, le père et les enfants furent choqués par ce qu'ils virent. Ils n'en croyèrent pas leurs yeux. Ce qu'ils étaient en train de regarder les laissèrent bouche bée. Leur père lança alors « C'est un péché de regarder ces formes. Les enfants, vous êtes trop jeunes. » Le père tenta alors de cacher les yeux de ses enfants. Ébahi, il décrivit plus tard dans son journal intime la créature de la manière suivante. Au début, j'y croyais qu'il s'agissait d'un énorme poisson, mais en m'avançant, je vis qu'il s'agissait d'une femme à la queue d'un poisson vert, une véritable sirène. Pour alors, jamais il n'a vu une sirène aussi belle. Sa queue était parsemée d'écailles vertes, remontant jusqu'à son postérieur bien rembourré et garni. Sa peau humaine, lisse et bronzée, cachait des gros seins cachés par des petits coquillages et son bassin était d'une maigreur à couper le souffle. Elle avait des cheveux bruns et des yeux verts. Cette dernière chantait une chanson française connue de l'époque. Les enfants, tous aussi ébahis, contemplaient la scène sans comprendre. C'était d'une beauté trop étrange, trop parfaite pour appartenir au monde qu'ils connaissaient. Mais soudain, la créature tourna la tête vers eux. Ses yeux, d'abord calmes, s'embrasèrent dans une lueur surnaturelle, presque hypnotique. Sa chanson s'éleva plus forte, emplissant l'air d'une puissance presque oppressante. Pris d'un instinct protecteur, mêlé de terreur, alors le père fit un pas en arrière et agrippa une grosse pierre. Il la lança ensuite dans un mouvement désespéré de toutes ses forces et, soudain, la pierre heurta la sirène en pleine figure. Le chant s'interrompit brusquement alors que la créature s'effondra inerte. Convaincu d'avoir croisé une créature démoniaque ou, peut-être pire encore, une femme possédée par des forces obscures, alors Dubé prit une décision audacieuse, ramener la sirène à sa cabane pour la neutraliser. Il s'agissait d'une affaire urgente, nécessitant l'intervention d'un prêtre pour pratiquer un exorcisme. « Aidez-moi » ordonna-t-il à ses fils, la voix empreinte de gravité. Ainsi, le trio s'attela à la tâche difficile, à la seule force de leurs bras, et hissèrent le corps inerte de la sirène sur leurs épaules, avançant péniblement à travers le terrain accidenté. Chaque pas semblait les rapprocher d'un danger inconnu, mais alors, animés par un mélange de peur et de détermination, continuaient sans faillir. Arrivés à la cabane, étouffés par l'ombre des grands sapins,
ils déposèrent l'étrange créature sur le lit. Le père s'empara alors de solides cordes, nouant soigneusement les poignets et la queue de la sirène pour s'assurer qu'elle ne pourrait se libérer. Pendant qu'il tirait les nœuds avec force, son esprit ne cessait de ruminer. Et si elle se réveillait? Et si elle n'était pas seule? Une fois satisfaite de son travail, alors se tourna vers ses fils, le visage grave. « Paul-Henri, Adrien, retournez au village immédiatement! Trouvez le prêtre et ramenez-le ici. Dites-lui que nous avons affaire à une abomination. » Les deux garçons, bien que fatigués et effrayés, obéirent sans se poser de questions. Ils s'élancèrent sur le sentier, courant avec une énergie que seule l'urgence pouvait leur insuffler. Leur course effrénée à travers les bois et les sentiers rocailleux était ponctuée par le bruit de leur souffle court et le craquement des branches sous leurs pieds. Le chemin jusqu'au village de Cap-Chat leur parut interminable. 1h20 plus tard, exténués et les vêtements salis par la poussière et la sueur, ils atteignirent enfin la chapelle. Les grandes portes de bois s'ouvrirent dans un graissement sinistre, révélant l'intérieur sombre et paisible. Le prêtre, occupé à ses tâches, releva la tête, surpris de voir ces deux silhouettes fatiguées surgir dans son église avant même le début du service. Ses sourcils se froncèrent lorsqu'il aperçut leur état misérable. « Que se passe-t-il, mes enfants? » demanda-t-il, la voix teintée de méfiance. Les garçons, essoufflés, commencèrent à raconter leur incroyable récit, bégayant parfois sous l'effet de la panique. Ils évoquèrent leur père, la créature étrange, et le besoin urgent de son aide. Le prêtre, tout d'abord, demeura incrédule. « Quelle fable insensée veniez-vous me raconter? » lança-t-il agacé. Cependant, en observant de plus près les deux enfants, il sentit une pointe d'inquiétude s'immiscer en lui. Leur fatigue évidente, leur visage marqué par la peur et leurs vêtements déchirés semblaient authentiques. Il leur posa alors une simple question, mais directe. « Où est votre père? » L'absence de réponse cohérente de leur part, remplacée par des supplices désespérés, finit par le convaincre que quelque chose de sérieux se passait. Réprimant son doute, le prêtre attrapa son manteau et fit signe aux garçons de le conduire jusqu'à leur cabane. Persuadé que la situation demandait une intervention collective, le prêtre, alarmé par le récit des deux jeunes Dubé, fit sonner la cloche du petit village. Cette cloche, habituellement réservée aux événements, résonna dans la fraîcheur de la soirée, rassemblant peu à peu les habitants. La petite place se remplit d'une foule bigarrée, mêlant curiosité, scepticisme et d'une pointe d'anxiété. L'homme, de foi, d'une voix solennelle, relata alors l'histoire incroyable rapportée par Paul-Henri et Adrien. Certains paysans échappèrent un rire nerveux, considérant l'histoire comme une farce d'enfant. D'autres, plus superstitieux, frissonnèrent à l'idée qu'une créature démoniaque puisse hanter leur région. Mais tous, sans exception, furent piqués par une curiosité irrépressible. Si cette histoire s'avérait vraie, le mystère devait être élucidé, ne serait-ce que pour préserver l'honneur de la famille Dubé. Ainsi, sous la lumière déclinante du jour, un groupe d'une dizaine d'hommes se forma, armés de lanternes, de fusils et de courage incertain. Paul-Henri, tremblant mais déterminé, guida le groupe à travers les sentiers boisés. La forêt, baignée dans les ombres grandissantes, semblait résonner d'un silence oppressant, comme si elle retenait son souffle. Ils atteignirent la cabane vers 20 heures. L'éclat vacillant des lanternes projetait des ombres mouvantes sur les troncs d'arbres, accentuant l'atmosphère inquiétante. À l'intérieur de la petite demeure, une vision ahurissante les attendait. À l'heure du B, le père dansait frénétiquement, ses mouvements désordonnés évoquant une transe grotesque. Au centre de la pièce, la sirène, désormais éveillée, chantait une mélodie envoûtante, sa longue queue irisée ondulant au rythme des notes. Le groupe, pétrifié, hésita un instant. Un des hommes rassembla son courage, extirpa un appareil Kodak Brownie de sa poche, un modèle bon marché devenu populaire ces dernières années, et captura une photo de l'étrange créature. Cette photographie, bien que floue et mystérieuse, demeure à ce jour le seul témoignage visuel de l'existence de la sirène. Son authenticité, cependant, n'a jamais été confirmée. Reprenant leurs esprits,
les hommes bouchèrent leurs oreilles avec des bouts de tissu, résolus à neutraliser la créature. Le prêtre s'approcha, aspergeant l'entité d'eau bénite, mais à leur stupéfaction, celle-ci éclata d'un rire cristallin, moqueur amplifiant l'effet de sa mélodie. Les yeux de la sirène s'illuminèrent alors d'un éclat vert surnaturel, une lueur hypnotique qui semblait capturer l'âme de quiconque osait la regarder. En proie à la panique, les hommes expulsèrent alors hors de la cabane. Ils le giflèrent rudement, espérant briser l'emprise de l'enchantement qui le faisait danser. Pendant ce temps, le prêtre, brandissant une croix et sa Bible, récita des prières avec une ferveur grandissante. Mais la sirène, loin d'être intimidée, intensifia son rire tandis que sa queue frappait le sol avec une force rythmique. Puis, comme si la forêt elle-même répondait à cet appel, le chaos s'installa. Les arbres tremblèrent et semblèrent s'incliner, les grenouilles entamèrent un chœur strident, et des poissons jaillirent de la rivière voisine, exécutant une danse frénétique sous la lumière des lucioles. Une énergie inexplicable envahit le lieu, transformant la scène en un spectacle aussi enchanteur qu'horrifique. Les hommes, terrorisés, ouvrirent le feu, leurs balles ricochant ou s'évanouissant sur la peau écailleuse de la créature. Un homme, désespéré, lança une lanterne et s'écrasa contre le mur, enflammant la cabane. Mais la sirène, insensible à leur violence, rampa lentement vers la rivière. Glissant hors de leur portée, une force invisible semblait la protéger, rendant toute tentative de l'arrêter vaine. Finalement, elle disparut dans les eaux sombres de la rivière Yamaomo. Et avec elle, le tumulte cessa. La forêt redevint silencieuse, laissant derrière elle une cabane en proie aux flammes et un groupe d'hommes ébranlés. Tandis qu'ils reprenaient le chemin vers le village, le prêtre, le regard hanté, se demandait ce qu'il allait raconter à sa congrégation. Était-ce un miracle, une malédiction ou simplement une manifestation de force bien au-delà de leur compréhension? Sous le choc de leur terrifiante rencontre, les hommes entamèrent leur retour au village, le cœur lourd et l'esprit tout roublé. Aucun d'entre eux ne trouvait les mots pour décrire ce qu'ils venaient de vivre. À leur arrivée, ils furent immédiatement assaillis de questions. Les villageois, restés en arrière, espéraient des réponses. Mais un simple regard dans les yeux des aventuriers suffisait. Ils avaient été témoins de l'inexplicable. Pourtant, l'affaire ne fit guère de bruit à l'époque. Le monde entier avait les yeux tournés vers un autre drame, celui qui se déroulait de l'autre côté de l'Atlantique, la Première Guerre mondiale. Ainsi, le mystère de la sirène resta un secret local, murmuré au coin des cheminées, mais éclipsé par les préoccupations plus urgentes de l'époque. En 1917, 2 ans après cet événement extraordinaire, la conscription fut imposée par le gouvernement canadien, exigeant que les hommes âgés de 20 à 45 ans rejoignent l'effort de guerre. Parmi les appelés figurait Allard Dubé, un témoin clé de la fameuse nuit. Malheureusement, il ne survécut pas au conflit. Son corps, comme tant d'autres, ne fut jamais identifié ni rapatrié, se perdant dans la boue des champs de bataille européens. Les années passèrent, emportant avec elles les protagonistes de cette histoire. La Seconde Guerre mondiale arracha Adrien Dubé, le plus jeune, laissant derrière lui un vide dans le cœur de ceux qui l'avaient connu. Quant à Paul-Henri, le dernier survivant, il vécut jusqu'en 1968, s'éteignant à l'âge de 65 ans. Avec lui disparut la mémoire vivante de cette nuit d'épouvante. Aujourd'hui, la rivière Yamaomo continue de serpenter à travers la forêt, empreinte d'un mystère indéchiffrable. Les fondations en pierre de l'ancienne cabane des Dubé demeurent toujours visibles pour les curieux qui s'aventurent dans ces bois. Les seules traces restantes de cette légende se résument au témoignage de Paul-Henri, à la photographie mystérieuse de la sirène et au journal intime d'Allard Dubé. Ces fragments, bien qu'insuffisants pour prouver quoi que ce soit, tartessus l'aura énigmatique de cette histoire. Alors, si vous vous trouvez un jour près de Captcha, contemplez la rivière Yamaomo et laissez-vous porter par l'imagination. Peut-être, juste peut-être,
la sirène chante-t-elle encore au clair de lune, attendant de charmer de nouveaux visiteurs imprudents? Alors, que faut-il penser de toute cette histoire? Ce récit, bien qu'envoûtant, est criblé de contradictions et de manque de preuves. Si une créature surnaturelle avait réellement hanté la rivière Yamaomo, pourquoi n'a-t-on jamais documenté d'autres observations similaires? Les hommes du village, pourtant armés, n'ont pas réussi à capturer la créature ni à rapporter des éléments matériels prouvant sa nature. Même la fameuse photographie, souvent invoquée comme une preuve, manque de crédibilité. Sa qualité médiocre et l'absence de négatifs originaux rendent toute analyse impossible. Et si elle était simplement une mise en scène destinée à attirer l'attention dans une période où les distractions étaient rares? Enfin, les récits des témoins varient dans leurs détails et les archives historiques sont muettes sur cette affaire. Tout porte à croire que cette histoire relève davantage de la légende et de l'imaginaire collectif que d'une véritable réalité. Comment expliquer le comportement si étrange de la sirène? Comment expliquer qu'elle soit apparue uniquement à cet endroit précis et pas ailleurs? N'aurait-elle pas fini par tomber dans un filet de pêche? Tant de questions et de mystères entourent cette histoire et bien peu de réponses. Tout porte à croire que l'histoire de la sirène de la rivière Yamaomo ne sera jamais résolue. Bien que des mystères comme celui de la sirène de la rivière Yamaomo semblent se dissiper dans les brumes du folklore, il en existe d'autres, plus tangibles, qui suscitent une fascination tout aussi profonde. Ces mystères ne résident pas dans des créatures imaginaires, mais dans les comportements humains, parfois si déroutants qu'elles nous forcent à remettre en question notre propre perception de la réalité. Qui n'a jamais croisé une personne dont l'apparence anodine cache des attitudes étranges, laissant dans son sillage une sensation de malaise inexplicable? Qui n'a jamais ressenti, face à l'arrivée soudaine d'un individu, une sorte de présage sinistre, comme si cet intrus n'était pas censé faire partie de votre monde? Une personne, me direz-vous, qu'il serait plus sage d'éviter, et vous n'auriez pas tort. C'est précisément ce qui s'est produit avec Émile Tremblay, un mystère qui, loin de se résoudre, nous entraîne dans un enchevêtrement d'énigmes toujours plus profondes. Nous sommes en janvier 2007, à Gatineau. Le ciel est clair et le soleil réchauffe doucement les rues encore mal déneigées, vestige d'une tempête de neige survenue la veille. Dans cette petite ville, l'heure de la reprise des activités a sonné. Les voitures sillonnent les rues, les gens retournent au travail et, parmi les véhicules, les bus scolaires jaunes ramènent les élèves fraîchement sortis de leur congé des fêtes. Les autobus pénètrent alors dans le stationnement du collège Marie-Tremblay de l'Incarnation, un établissement francophone sans histoire particulière. Niché en périphérie de la ville, le collège Marie-Tremblay de l'Incarnation est l'un des plus vieux collèges de la ville. Construit en 1899, le collège a abrité dans ses locaux de nombreux étudiants devenus des personnalités importantes du Canada. Les adolescents descendent des bus et, comme un troupeau guidé par une main invisible, ils traversent le portique principal de l'école, leur visage marqué par une certaine lassitude, peu enclin à reprendre le chemin des cours. Cependant, parmi eux, un jeune garçon se distingue. Au collège Marie-Tremblay de l'Incarnation, personne ne le connaît ni le reconnaît. Un visage anonyme pour plusieurs. Et pourtant, ce visage sera bientôt celui que tous connaîtront. Émile Tremblay, du haut de ses 15 ans, arbore des vêtements résolument ordinaires. Un pull simple, un jean bleu et des espadrilles assenties. Ses grosses lunettes rondes lui confèrent un air d'élève timide, presque effacé. Bref, un jeune homme facile à intimider. Mais derrière cette apparence banale, quelque chose de plus étrange semble se dissimuler. Un malaise palpable que personne ne parvient à expliquer. Ce matin-là, peu d'élèves prêtèrent attention à ce jeune garçon, qui semblait n'avoir ni amis, ni but. Étranger à la vie sociale qui animait les autres, il se tenait en retrait dans un silence presque mystérieux. Les filles, en retrouvant leurs amis, bavardaient joyeusement de leurs vacances, cherchant à raviver la lueur d'espoir d'une journée qu'elles redoutaient déjà. Les garçons, eux aussi, se réunissaient autour de leurs amis de toujours. Le retour à l'école, après les fêtes, semblait bien ordinaire, comme si rien n'avait changé. La cloche sonna soudainement, tranchant le tumulte de la matinée. En un instant, le chaos se figea. Les voix s'estompèrent dans les couloirs, tandis que les élèves, tels des automates, se dirigeaient vers leur classe. Le bruit du pas lourd de ceux qui se dirigeaient vers la salle 2113 résonnait dans le silence, une salle de français où l'enseignante,
Madame France Laflou était tristement connue pour ses explications confuses et son approche peu inspirante de la langue. Quand les élèves entrèrent dans la salle, leur attention fut immédiatement captée par une présence inattendue, un nouveau garçon, assis là, au centre de la pièce. Il restait immobile, ses yeux fixés sur le tableau, sans un geste, sans un clignement. Il ressemblait davantage à une sculpture figée dans une vitrine qu'à un être humain. Émile Tremblay, tel un mannequin inerte, semblait appartenir à un autre monde, un monde que personne ne semblait comprendre. Un malaise parcourut la pièce. Les élèves se dévisagèrent, intrigués et surpris. Qui était ce garçon? Pourquoi personne ne le connaissait? Une question flottait en l'air, une interrogation silencieuse qui s'infiltrait dans chaque regard. Qui était-il vraiment? Les premières minutes s'étirèrent. Émile ne bougeait toujours pas. Il restait là, une statue silencieuse, son regard perdu dans le vide. Les autres élèves, gênés, échangèrent quelques regards furtifs, se demandant si quelque chose n'allait pas avec lui. Une sensation étrange, presque inconfortable, s'installa dans la classe. Les jours passèrent, mais Émile resta inchangé, toujours aussi silencieux et immobile. Il était là, mais n'était pas vraiment présent, comme une énigme vivante que personne ne semblait pouvoir résoudre. Ses gestes étaient réduits au minimum, voire inexistants, et personne n'osa jamais l'aborder. Il restait comme un spectre parmi eux. Un jour, alors qu'Émile mangeait seul dans un coin reculé de la cafétéria, un groupe de garçons s'approcha. À sa tête, Hercule Fortin, un jeune homme imposant, au corps musclé et à la popularité incontestée. Hercule n'était pas simplement reconnu pour sa force physique, il avait la réputation d'être un tyran, un intimidateur qui n'hésitait pas à semer la peur parmi ses camarades et même les enseignants. Il était craint, respecté et, au fil du temps, son nom était devenu synonyme de violence gratuite. On murmurait dans l'école que ses exploits étaient nombreux. L'ancien directeur de l'école aurait été jeté dans un compacteur à déchets, blessé au point d'en perdre presque la vie. Il aurait également jeté dans le vide son ex-petit ami ainsi que sa famille en bas du pont de la ville, car cette dernière aurait refusé de lui faire l'amour. Hercule, surnommé El Testostérore, était une brute, un jeune homme dont la force démesurée était nourrie par des injections de testostérone bovine, héritée de la ferme à élevage de ses parents, tous deux éleveurs de bétail. Ainsi, en ce lundi midi du 5 février 2007, Hercule se dirigea vers Émile. Sans un mot, il s'assit à ses côtés, posa son bras sur l'épaule d'Émile, un geste de domination sans détour. Hercule s'adressa à Émile d'un ton menaçant. « C'est quoi ton nom, gamin? » Un silence pesant s'installa. Émile ne semblait pas du tout intimidé par la carrure d'Hercule. « T'es sourd ou quoi? Réponds-moi, espèce de petit con! » hurla-t-il. Émile, sans un mot, fixa le groupe d'Hercule, puis se tourna lentement vers lui. Son regard, d'une lassitude presque surnaturelle, plongea dans les yeux d'Hercule. Il porta calmement une bouchée de pain à sa bouche, comme si Hercule n'existait tout simplement pas. Exaspéré, Hercule saisit le bras d'Émile et le souleva sans effort. « Tu vas voir ce que ça me fait de m'ignorer! » Il l'entraîna d'un geste brutal vers les toilettes des hommes. Une fois à l'intérieur, il lança un regard furieux aux étudiants présents, qui, comprenant la menace, se précipitèrent pour quitter les lieux. Au collège Marie-Tremblay de l'Incarnation, tout le monde savait que lorsqu'Hercule se rendait aux toilettes, c'était soit pour satisfaire un besoin naturel, soit pour faire disparaître un élève sans laisser de traces. Mais ce jour-là, l'option 2 ne se passa pas comme prévu. Les minutes s'étiraient et ceux qui passaient près des toilettes pouvaient entendre d'abord des cris de dégoût venant des agresseurs. Puis, soudainement, Hercule Fortin sortit en courant, hurlant « C'est un grand dégueulasse! » La surprise fut générale. Le puissant El Testostérore fuyait à toute allure, paniqué. Comment le petit Émile avait-il réussi à sortir indemne de ce face-à-face avec Hercule? Comment avait-il pu effrayer cette bête enragée? Les réponses restaient floues, mais il devenait évident qu'Émile était désormais invincible aux yeux d'Hercule et de son groupe. Au fil des semaines, le nom d'Émile commença à se répandre parmi les élèves, notamment grâce à la liste des étudiants de Madame Laflou.
Les rumeurs allaient bon train au sujet d'Hercule et de son groupe d'amis. On racontait que dans les toilettes, Hercule avait saisi Émile dans ses bras musclés, prêt à le plonger tête première dans la cuvette. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Émile Tremblay fut pris d'une violente quinte de toux. Et, à la stupeur générale, des insectes commençaient à jaillir de sa bouche dans une scène digne d'un cauchemar. La vision terrifiante dégoûta profondément Hercule, qui reçut quelques-uns de ces insectes en plein visage. Pris de panique, lui et ses acolytes prirent leurs jambes à leur cou, abandonnant Émile seul dans les toilettes, encore secoué par ce qui venait de se produire. Cependant, au mois de mars, les choses prirent une tournure encore plus étrange. Émile, qui avait d'abord été silencieux et immobile, commença à adopter un comportement de plus en plus étrange, presque inhumain. Lors des examens, il se mit à gigoter, ses spasmes devenant de plus en plus visibles. Son corps se mouvait de façon erratique, parfois bruyante. Les élèves se demandaient comment il parvenait à répondre aux questions, malgré ses gestes incontrôlables. Mais ces gestes incontrôlables n'étaient que le début. Un jour, plusieurs élèves se rendirent au bureau de Madame Laflou pour se plaindre. Selon eux, en plus de ces mouvements erratiques, Émile aurait commencé à leur lancer une étrange matière verte grisâtre, ressemblant à de la morve et des crottes de nid. De plus, une odeur nauséabonde l'accompagnait, si bien qu'un élève assis près de lui dut être hospitalisé à cause de la puanteur. Cet élève, en 2024, serait toujours plongé dans un coma profond. Les bruits étranges d'Émile se multiplièrent. Raclements de gorge, gémissements longs et profonds, témoignant de son mal-être. Les élèves, excédés, tentèrent de lui parler, mais elle restait sans réponse, incapable de prononcer un seul mot. Face à cette situation qui dégénérait, Madame Laflou décida d'alerter la direction. La direction organisa alors une rencontre avec les parents d'Émile. Mais à leur grande surprise, ils découvrirent que ses parents étaient décédés dans un accident de voiture. Son tuteur, un des frères de son père, était pêcheur sur un crevettier. Absent toute l'année, ils tentèrent de le contacter en vain. Émile vivait donc seul dans la maison de ses parents, sans soutien. Ne sachant que faire, la direction décida finalement de refuser sa réinscription pour l'année scolaire suivante. Ainsi, les élèves et les enseignants n'auraient plus à supporter cette situation l'année prochaine. La direction demanda un dossier détaillé et découvrit qu'Émile avait été expulsé de 3 établissements en 2 ans. Les raisons restaient floues, mais son comportement semblait en être la cause principale. À l'annonce de la nouvelle, les élèves de la classe de Madame Laflou furent soulagés d'apprendre qu'Émile ne serait plus parmi eux à l'automne suivant. Cependant, ils ne se doutaient pas que l'impensable était encore à venir. En juin 2007, la semaine des examens commença au Collège Marie-Tremblay de l'Incarnation. Et au matin du 13 juin, à 9h, la cloche sonna et les enseignants distribuèrent les copies d'examen. Dans la classe de Madame Laflou, les élèves étaient particulièrement stressés. Émile Tremblay, assis au centre de la salle, était entouré d'un mur de plexiglas pour protéger les autres étudiants des sons et de ces odeurs qu'il émanait. L'examen débuta, mais rapidement, Émile commença à vaciller. Sa chaise tremblait et son corps se secouait comme un drapeau dans le vent. Des bruits étranges s'échappant de sa bouche. Soudain, son sac à dos tomba au sol et en essayant de le rattraper, il s'ouvrit brusquement. Une armée d'insectes, de poux et d'araignées jaillit alors de l'intérieur. Les élèves, horrifiés, regardaient cette scène surréaliste. Les insectes se répandirent partout, envahissant la salle et effrayant les adolescents qui se précipitèrent vers leur sortie en criant. Émile tremblait de plus en plus. Des larves sortant de ses narines et de ses oreilles, la situation dégénéra rapidement. Émile s'effondra au sol, inanimé, couvert de cafards. L'alarme incendie se déclencha et le directeur ordonna l'évacuation immédiate de l'établissement. Les insectes continuèrent de sortir du sac, envahissant les conduits d'aération et transformant l'école en un véritable insectarium. Dans les jours qui suivirent, les médias canadiens furent envahis par les récits troublants entourant Émile Tremblay. Découvert sans vie près de son bureau par l'équipe de désinfection, son décès marqua le point culminant d'une infestation si catastrophique qu'elle contraignit le gouvernement du Québec à prendre une mesure drastique,
la démolition de l'école infestée et sa reconstruction complète. Face à l'ampleur de l'incident, le ministère de la Sécurité publique diligenta une enquête. Les enquêteurs, déterminés à comprendre l'origine de ce drame, se rendirent au domicile d'Émile Tremblay. Ce qu'ils découvrirent dépassa de loin leurs attentes. La maison, en état de délabrement avancé, reflétait l'abandon total dans lequel vivait l'adolescent. Les murs rongés par l'humidité, le mobilier brisé et une accumulation de saleté témoignaient d'un environnement insalubre. Partout, des insectes proliféraient, nichant dans les moindres recoins, et l'air était imprégné d'une odeur nauséabonde. Le constat était clair. Émile, livré à lui-même depuis le décès de ses parents, avait vu son environnement se dégrader inexorablement jusqu'à devenir un lieu propice à la prolifération de parasites. Les enquêteurs avancèrent l'hypothèse que cette invasion avait lentement infiltré la maison avant d'atteindre le jeune homme lui-même. Selon le rapport du coroner, une plaie ouverte sur son cuir chevelu, possiblement causée par une tentative de se raser, aurait été exposée à la moisissure et aux excréments présents dans la maison. Cette blessure aurait permis à des larves nécrophages de s'installer, déclenchant une infection foudroyante. En 2009, les conclusions de l'enquête menée par le ministère de l'Éducation furent rendues publiques. Selon le rapport, le comportement étrange d'Émile Tremblay pourrait être attribué à un trouble neurologique rare, peut-être une toxoplasmose cérébrale avancée. Ce parasite connu pour affecter le cerveau pourrait expliquer ses convulsions, ses hallucinations et ses comportements incohérents. Les chercheurs soulignèrent également que l'infestation massive d'insectes résultait probablement de l'état insalubre de son domicile, exacerbé par un manque de soins prolongé. Malgré ces explications scientifiques, le cas d'Émile Tremblay continue de susciter des questions. Si certaines réponses semblent rationnelles, l'ampleur des événements, combinée à leur caractère surréaliste, laisse planer un doute persistant. Cette tragédie, bien que partiellement élucidée, demeure un mystère troublant qui hante encore les mémoires. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens. Comment expliquer l'apparition soudaine de millions d'insectes? Est-il possible qu'Émile Tremblay ait transporté ces créatures dans son sac ou son corps? Une telle hypothèse semble absurde. Pourquoi ces symptômes se sont-ils intensifiés précisément au moment des examens, provoquant l'évacuation de l'école? La mort de ses parents dissimule-t-elle une malédiction ancestrale ou Émile est-il possédé par un poltergeist d'une puissance inouïe? Ainsi, l'affaire Émile Tremblay demeure une énigme oscillant entre réalité et surnaturel, laissant planer un doute troublant. Aujourd'hui encore, les témoins affirment ressentir une présence étrange près des ruines de l'ancienne école, comme si l'ombre d'Émile et de son mystérieux poltergeist continuait d'y errer. Peut-être que certaines questions ne sont pas destinées à trouver une réponse, mais plutôt à hanter ceux qui osent les poser. Cependant, il arrive que poser la bonne question au bon moment soit crucial, parfois même vital. C'est une leçon que les habitants de la petite ville d'Eppstadt en Allemagne auraient souhaité apprendre plus tôt. Car en ce jour de 1967, la ville s'est réveillée pour découvrir sa clinique submergée de patients, tous frappés par des maux de ventre inexplicables. Une simple question aurait-elle pu changer le cours des événements? Nous ne le saurons peut-être jamais. Qui n'a jamais ressenti ce pressentiment, ce malaise étrange, se demandant si les scénarios catastrophes que l'on imagine ne finiraient pas par se réaliser pleinement? Qui n'a jamais ressenti, face à un symptôme étrange, ce regret de ne pas avoir posé cette question cruciale à son médecin, laissant la peur du non-dit se transformer en une inquiétude grandissante? Qui n'a jamais vu sa vie basculer du jour au lendemain, emporté par une frénésie collective, alimentée par la peur d'un virus encore inconnu et sans remède? C'est ce qui s'est produit à Eppstadt, cette petite ville paisible nichée dans la campagne allemande de la Basse-Saxe, a été plongée dans un cauchemar où les rires des enfants ont été remplacés par les gémissements des malades et où chaque souffle semblait porter l'odeur de l'effroi. Le 16 juin 1967, en début d'après-midi, une pluie battante s'abattait sur Eppstadt, transformant les rues tranquilles en un dédale de flaques et de torrents bouillonnants. L'été, jusque-là radieux et serein, semblait se dissiper sous la tempête venue de l'Atlantique, comme une force indomptable s'abattant sur la ville. Les habitants,
d'abord tenté de braver les éléments, s'étaient rapidement résignés à se barricader chez eux, observant la rue à travers des fenêtres embuées. La pluie ne cessait de tomber et une étrange nervosité s'était emparée des foyers. Chez les Fartman, la situation n'était guère plus réjouissante. Klaus, le père de famille de 45 ans, tentait tant bien que mal de rassurer les siens en assurant que la pluie finirait par cesser. Mais soudain, le téléphone rouge de la maison sonna, brisant la lourde tranquillité. Klaus se précipita vers l'appareil. C'était son supérieur, lui demandant de venir immédiatement à la caserne. Un camion-citerne venait de chuter dans la rivière Floshem, qui bordait la ville. Sans perdre de temps, Klaus enfila son imperméable et se dirigea précipitamment vers la caserne, située à seulement quelques coins de rue. Arrivé sur place, il revêtit son équipement et monta dans un camion de pompiers avec ses collègues. La conduite était périlleuse sous la pluie battante et la rivière Floshem, en crue, menaçait de tout emporter sur son passage. Une fois sur le lieu de l'incident, Klaus et ses coéquipiers se précipitèrent vers ceux déjà sur place. Le camion-citerne avait dévalé une petite colline avant de percuter violemment le garde-fou pour finir sa course dans la rivière en furie. Il semblait avoir perdu le contrôle dans la cour, l'aquaplanage ayant eu raison de sa trajectoire. La cabine du conducteur était maintenant submergée par les flots. Klaus, armé d'une corde et d'un harnais, se dirigea vers le camion, déterminé à porter secours au conducteur si toutefois il était encore en vie. Cependant, Klaus arriva rapidement à une conclusion terrible. Les fenêtres du camion étaient brisées et l'eau envahissait l'habitacle avec une force inouïe. Il plissa les yeux, cherchant à évaluer la situation, mais ce qu'il vit le glaça de terreur. L'eau avait emporté toute la peau du conducteur. À travers le torrent, il distinguait du sang, des morceaux de chair et surtout le crâne du malheureux, complètement décapité. Pris de dégoût, Klaus comprit qu'il ne pourrait rien faire. Il se remit en retrait et attendit l'arrivée des remorqueuses pour sortir le camion de l'eau. De retour sur la terre ferme, Klaus, secoué par la vision horrifiante de la scène, se laissa envahir par l'émotion et éclata en sanglots. Alors qu'il pleurait, il ressentit soudain un tapotement sur son épaule. En se retournant, il fut surpris de trouver un soldat qui lui parlait en anglais. Dans un état de confusion, Klaus vit le soldat s'agiter, presque hystérique, avant de le bousculer en lui criant qu'il devait partir immédiatement. N'arrivant pas à comprendre ce que faisait un soldat américain ici, Klaus se tourna vers son supérieur, lui faisant signe de venir. Il comprit alors que l'armée américaine avait pris le contrôle de l'opération et que même les autorités allemandes n'avaient plus aucune prise sur la situation. Klaus s'assit sur la bordure à béton, essayant de reprendre ses esprits. À cet instant, il aperçut une remorqueuse militaire qui tirait le camion-citerne hors de l'eau. Puis, dans un bruit assourdissant, il vit la citerne se plier avant d'exploser. Un nuage de gaz vert s'échappa, suivi d'un liquide d'un vert étrange, presque forestier. L'implosion de gaz projeta des gouttes de substances mystérieuses, et Klaus en reçut quelques-unes sur lui. L'odeur qui s'en dégageait était nauséabonde, un mélange de flatulence et d'effluves d'égout. Klaus, ainsi que tous les autres présents sur le site, fut projeté en arrière par l'explosion, tout comme les soldats et les premiers intervenants. L'onde de choc les éparpilla dans toutes les directions. Désorienté et étourdi, Klaus se releva en toussant, complètement perdu. Il enfila rapidement son masque à oxygène avant de se précipiter en courant loin de l'explosion. Autour de lui, les soldats américains étaient paniqués, criant et toussant, leurs yeux presque hors de leurs orbites. Les heures passèrent et les pompiers furent envoyés à la caserne, confus et troublés par cet incident aussi étrange qu'inexplicable. Curieusement, malgré la violence de l'explosion, aucune victime n'avait été à déplorer, ni parmi les pompiers, ni parmi les Américains. Mais une question demeurait en suspens. Que faisaient ces soldats américains sur les lieux? Pourquoi s'impliquaient-ils dans le travail des pompiers? Était-ce par simple bienveillance ou y avait-il des intentions plus sombres derrière leur présence? La base américaine de Bremerhaven n'était pas si loin, mais leur intervention restait pour Klaus et ses collègues totalement surréaliste. Sans réponse, Klaus rentra chez lui aux alentours de 6h15 le matin du 17 juin
1967, raconta son étrange expérience à sa famille. Rapidement, la nouvelle de l'incident se répandit à Epstadt et les rumeurs circulèrent. La présence de l'armée américaine et cette mystérieuse substance. Ne sachant comment interpréter ces événements et croyant que le camion citerne transportait des matières fécales, Klaus décida de prendre une journée de repos le vendredi 17 juin 1967. Mais bien vite, il ressentit une étrange sensation. Son ventre commençait à gargouiller comme s'il avait une faim insatiable, une faim qui lui paraissait presque irréelle. Klaus mangea d'abord un repas, puis un deuxième, puis un troisième. Sa femme, observant son appétit insatiable, le comparait souvent à un ogre affamé, un Gargamel dévorant tout sous son passage. Mais cette fois, au lieu des schtroumpfs, c'était de la nourriture ordinaire qu'il engloutissait. N'ayant d'autre choix que de cuisiner sans cesse pour son mari, elle vit leur garde-manger se vider à vue d'œil. Vers 19 heures, alors que Klaus avait encore faim, sa femme commença à s'inquiéter. Il mangeait de plus en plus, mais semblait incapable de s'arrêter. Après avoir englouti encore un plat, il décida de se coucher tôt. Il s'endormit paisiblement dans leur chambre. Sa femme, épuisée, profita de l'occasion pour regarder un peu la télévision. La soirée semblait banale, mais qui aurait pu imaginer que cette faim irrépressible n'était qu'un des premiers symptômes de la mystérieuse maladie d'Eckstadt. Ce n'est que vers 22 heures, quand elle rentra dans la chambre pour se coucher à son tour, que tout bascula dans un cauchemar surréaliste. En entrant dans la pièce, elle fut d'abord frappée par la vision de son mari endormi. Mais ce qui la terrifia vraiment, c'était ce qu'elle aperçut sous les draps blancs. Un étrange mouvement se produisait près de son mari, comme des vagues de draps qui se soulevaient dans toutes les directions. Klaus était en train de péter avec une telle force qu'elle soulevait les draps à plusieurs centimètres au-dessus du lit. Le bruit était assourdissant et une odeur fétide, mélange de gaz et de matière fécale emplissait la pièce. L'odeur était tellement concentrée qu'elle semblait imprégner le papier peint et les murs eux-mêmes. Elle se fisa un instant, horrifiée. Comprenant qu'elle devait réagir, elle appela les enfants. Ils entrèrent en trombe et furent eux aussi stupéfaits de voir leur père dans cet état, émettant des flatulences à un rythme inimaginable. La mère n'eut d'autre choix que de s'approcher de son mari, les yeux pleins de larmes et les poumons brûlants à cause de l'odeur insupportable. Elle secoua Klaus, tentant de le réveiller. Il se réveilla soudainement, hurlant de douleur alors que des crampes violentes tordaient son ventre. Un instant plus tard, après avoir repris ses esprits, il se rendit compte que l'air de la chambre était devenu irrespirable. L'odeur, toujours aussi forte, avait envahi toute la pièce. Se levant dans un état de confusion, il rejoignit sa femme, qui ferma immédiatement la porte derrière lui. Sa femme lui expliqua alors ce qui venait de se produire, et M. Klaus comprit qu'il devait immédiatement se rendre à l'hôpital. Il se prépara rapidement et se dirigea vers la clinique locale de la ville d'Epstadt. Ce soir-là, c'est le docteur Emmanuel Schlang qui le reçut. Après avoir écouté l'explication de Klaus, le docteur éclata d'un rire nerveux, mais ce dernier s'estompa vite face à la gravité de la situation. Lors de l'examen, la fiche de consultation de Klaus Fartmann révéla des éléments inattendus. Le rapport disait « En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une telle chose. Monsieur Klaus semble en parfaite santé, sans aucune séquelle visible. Cependant, lors de l'examen, j'ai observé que son anus émettait des flatulences de manière continue. Après l'examen, je lui ai demandé de retirer ses sous-vêtements. À ma grande surprise, en examinant la paire de caleçons qu'il m'a tendue, j'ai constaté qu'elle était brunie à l'arrière et un trou circulaire de 5 cm de diamètre s'était formé, probablement à cause d'un frottement constant à cet endroit. Tout semblait indiquer que le trou dans le caleçon sale de Klaus Fartmann était une conséquence directe des flatulences titanesques qu'elle subissait. Mais ce qui avait commencé comme un simple problème intestinal isolé prit rapidement une tournure bien plus inquiétante. Hospitalisé pour des crampes insoutenables et une diarrhée incontrôlable, Klaus fut d'abord diagnostiqué avec une banale indigestion. Pourtant, les symptômes ne cessaient de s'aggraver. Au fil des jours, la situation dégénéra. Ce qui semblait initialement être un incident unique toucha bientôt d'autres habitants d'Epstadt.
Les premiers à être admis à la clinique locale furent ceux qui avaient été directement exposés au camion-citerne accidenté et à la mystérieuse substance verte qu'il transportait. Les pompiers d'Epstadt, en première ligne lors de l'intervention, furent tous frappés par des symptômes similaires, des douleurs abdominales insoutenables, des flatulences d'une intensité incroyable et une fatigue extrême. Le docteur Emmanuel Schlang, dépassé par l'afflux de patients, observant avec inquiétude que le symptôme semblait se propager comme une épidémie. Ce qui allait commencer par quelques cas isolés se transforma rapidement en une crise de santé publique. La clinique d'Epstadt, trop petite pour accueillir autant de malades, devint le centre névralgique d'une bataille contre un ennemi invisible. Le matin du 19 juin, la situation atteignit un point critique. La famille de Klaus Fartmann, ainsi que les proches des pompiers hospitalisés, commencèrent à présenter les mêmes symptômes. La contagion semblait inexorable. Une peur sourde s'empara du village, les habitants se demandant si la mystérieuse substance verte n'était pas la source d'un mal bien plus grave qu'ils ne l'avaient imaginé. Le docteur Schlein, comprenant la gravité de la situation, prit une décision difficile, mais nécessaire. Il contacta le ministère de la Sécurité publique et de la Santé, partageant ses observations et avertissant des risques d'une contamination généralisée. Dans son rapport, il mentionna les symptômes atypiques, l'incroyable rapidité de la propagation et l'étrange concentration de cas autour des personnes en contact avec le camion-citerne. Le fléau fut rapidement baptisé la maladie d'Epstadt, une désignation qui ajouta une aura sinistre à la situation. Des experts en santé publique furent dépêchés sur place, accompagnés de membres de l'armée américaine de la base voisine. Les habitants d'Epstadt, piégés dans cette spirale d'angoisse, comprirent que leur quotidien ne serait plus jamais le même. Face à l'afflux incessant de patients, la petite clinique d'Epstadt, déjà saturée, n'eut d'autre choix que d'ériger des abris de fortune. Des tentes médicales furent installées dans les jardins publics et sur les terrains avoisinants pour accueillir les malades qui continuaient d'affluer. Les familles restaient réunies sous ces abris précaires, leurs visages marqués par l'inquiétude et la peur d'un mal encore inexpliqué. Dans l'esprit des habitants, aucun doute ne subsistait. Le camion accidenté et sa mystérieuse cargaison verte étaient à l'origine de cette catastrophe. Les murmures emplissaient les tentes, chacun spéculant sur ce qui pouvait être ce produit chimique. Une arme expérimentale? Un produit industriel dangereux? La réponse restait hors de portée et pour l'instant, tout ce que pouvait faire la population était d'endurer la maladie. Dans les semaines qui suivirent, la situation ne fit qu'empirer. L'armée allemande, en collaboration avec l'armée américaine, déclara Epstadt en quarantaine stricte. Des postes de contrôle furent installés aux entrées du village, empêchant tout déplacement non autorisé. Les rues d'Epstadt se vidèrent, laissant place à des équipes de décontamination vêtues de combinaisons blanches hermétiques. Ces hommes et femmes, équipés de capteurs virologiques, de sprays désinfectants et de matériel de pointe, parcouraient les environs en quête d'une solution ou d'indices. Les habitants, infectés ou non, furent évacués vers la base militaire américaine de Bremerhaven, à une trentaine de kilomètres d'Epstadt. La base, un bastion stratégique de l'armée américaine durant la guerre froide, avait toujours été une présence discrète dans la région. Elle servait de centre de commandement, de dépôt d'armes et de lieu de recherche pour des projets classés top secret. Mais jamais dans l'histoire du petit village, cette installation militaire n'avait autant interféré avec la vie de ses habitants. Les habitants s'interrogeaient à voix basse. Pourquoi Bremerhaven et non un hôpital civil? Les rumeurs allaient bon train. Certains affirmant que la base cachait un laboratoire capable d'analyser des armes chimiques ou biologiques. D'autres, plus sceptiques, suspectaient l'armée américaine d'avoir un lien direct avec l'accident du camion. Dans le tumulte des évacuations et des quarantaines, une chose devenait de plus en plus claire. Epstadt n'était plus seulement un village allemand endormi, c'était désormais le théâtre d'un mystère aux ramifications qui semblait dépasser de loin les frontières de la région. Les jours passèrent et avec eux, les symptômes de la mystérieuse maladie prirent une tournure encore plus inattendue. Ce fut le cas un matin lorsque Paul Fischermann, le vieux pêcheur du village, connu pour son humeur joviale et ses histoires interminables, fut pris de convulsions suite à une nouvelle crise de douleur abdominale. Déjà affaibli par la maladie, Paul endurait des maux semblables à ceux de Klaus Fartmann. Ce jour-là, il demanda, l'air souffrant, à être accompagné jusqu'aux toilettes.
Le docteur Emmanuel Schlang, qui veillait à ses côtés, se souvenait encore de cette scène tragique. Paul était aimé de tous à Epstadt. Quand je l'ai aidé à marcher jusqu'aux toilettes, il avait l'air si faible. Mais ce que j'ai ensuite entendu, je ne l'oublierai jamais. Il a eu un hurlement déchirant, suivi d'un bruit terrifiant, comme un déchirement, et enfin une explosion retentissante. Le silence morbide qui suivit fut bientôt rompu par des cris horrifiés du docteur Schlang, entrant dans les toilettes. Ce qu'il vit le terrifia. Les intestins de Paul Fischerman avaient littéralement explosé sous la pression, transformant ses organes en une sorte de shrapnel. Les murs des toilettes furent éclaboussés d'un mélange nauséabond de matière fécale et de fragments de son abdomen. L'explosion fut si violente qu'elle emporta non seulement Paul, mais aussi une partie de la structure des toilettes, provoquant une scène de destruction inimaginable. Ce jour-là, j'ai compris que la maladie d'Epstadt était bien plus qu'une simple indigestion, déclara plus tard le docteur Schlang. Paul Fischerman devint ainsi l'une des premières victimes officiellement recensées d'une maladie qui semblait jouer avec les lois de la nature. Le centre virologique fut immédiatement alerté. Les soldats américains, déjà en contrôle de la clinique, entrèrent en action. Vêtus de leur combinaison hazmat immaculée, ils nettoyèrent méthodiquement la scène, scellant tout ce qui restait dans des conteneurs hermétiques. La nouvelle de cette mort effroyable remonta rapidement jusqu'au ministère de la Santé allemand, qui réagit avec urgence. Un communiqué fut diffusé dans toute l'Allemagne de l'Ouest, exhortant les habitants à consulter immédiatement un médecin s'ils présentaient des symptômes similaires. Ce fut également l'occasion pour les autorités de publier les premiers détails sur la maladie d'Epstadt, une pathologie définie par 3 phases terrifiantes. 1. Une faim insatiable. Les victimes ressentent un besoin incessant de manger, comme si leur corps cherchait à combler un vide impossible à remplir. 2. Les flatulences titanesques. Alors que l'organisme lutte pour digérer l'excès de nourriture, des gaz d'une intensité anormale se manifestent. 3. Les complications fatales. Si les intestins ne parviennent pas à évacuer la surcharge, des bouchons alimentaires se forment, se solidifiant en roche et peuvent provoquer une constipation aiguë ou des diarrhées explosives d'une puissance inimaginable. Dans le cas les plus extrêmes, la pression intestinale atteint un point critique, causant l'éclatement des organes internes et une mort instantanée. La mort de Paul Fischerman fut un signal d'alarme pour les autorités et un rappel cruel de la gravité de la situation. À Epstadt, la peur ne cessait de croître et le mal invisible continuait à dévaster la communauté. Au 28 juin 1967, la maladie d'Epstadt atteignit son apogée. Pas moins de 237 cas furent recensés, un chiffre alarmant pour une communauté si modeste. Parmi les victimes, 20 personnes périrent dans des circonstances effroyables. Leurs intestins explosant sous une pression insoutenable, le village tout entier semblait plongé dans un cauchemar éveillé. Pourtant, un signe d'espoir apparut le 16 juillet. Grâce aux efforts conjoints de l'armée américaine et des médecins mobilisés, les malades furent pris en charge de manière plus efficace. Les protocoles rigoureux de confinement, de détection précoce des symptômes et de décontamination commencèrent à porter leurs fruits. Les diarrhées explosives, si redoutées, furent peu à peu maîtrisées. Les habitants infectés furent isolés, soignés et surveillés de près. Parmi les survivants, la famille de Klaus Fartmann devint un symbole de résilience. Malgré les épreuves terribles qu'ils traversèrent, ils purent finalement surmonter la maladie et en réchapper avec de légères séquelles. En septembre, la quarantaine fut levée, marquant la fin de l'opération militaire. Les habitants purent regagner leur demeure qui avait été méticuleusement désinfectée par les équipes de décontamination. Avec la disparition apparente de la maladie, la vie au village semblait pouvoir reprendre son cours normal. Mais les blessures psychologiques laissées par cette période tragique restaient béantes, et une question obsédait toujours la communauté. Quelle était l'origine de ce fléau? Le docteur Emmanuel Schlang, qui avait documenté chaque étape de la crise, devint une figure clé dans la recherche de réponses. Ses travaux furent examinés avec soin par le ministère de la Santé allemand, qui ordonna également l'autopsie des 20 victimes de la maladie. Les résultats ne tardèrent pas à faire émerger une hypothèse troublante. Dans les poumons des victimes, des résidus d'une substance inconnue furent découverts. Les analyses révélèrent qu'il s'agissait probablement d'une culture bactérienne, bien qu'elle présentât des caractéristiques inhabituelles et difficiles à classifier. Ce micro-organisme semblait avoir pénétré le système respiratoire des habitants, provoquant une cascade de réactions en chaîne dans leur corps,
allant de l'appétit insatiable jusqu'aux complications fatales. Bien que la maladie d'Epstein fût apparemment éradiquée, son origine demeurait un mystère. Le gouvernement allemand et les chercheurs continuaient leur investigation, mais les réponses se faisaient attendre. Les rumeurs se multipliaient et très vite, les regards se tournèrent vers le camion-citerne. Plus étrange encore, les survivants de la ville d'Epstein, qui avaient été transférés à la base américaine de Bremerhaven, reçurent rapidement des lettres. Dans ces mystérieuses lettres, il y avait un court message affirmant que les habitants devaient garder le silence sous peine de sévères sanctions, tant pour eux que pour leur famille. De plus, dans les lettres se trouvait un mystérieux chèque émis par la Banque centrale. Ce chèque, d'une valeur de 150 000 Deutschmark de 1967, était en soi un pot de vin. Si l'on devait le convertir en monnaie d'aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation, sa valeur atteindrait la somme aberrante de 4 917 791 $ canadiens ou 3 293 247 €, pour des dollars de 2024. Bref, pour les familles d'Epstein, ce chèque représentait une véritable bénédiction et le silence fut rapidement acheté. De plus, aussi mystérieux que cela puisse paraître, à peine l'enquête du gouvernement fut-elle lancée qu'elle fut sabordée par le ministère de la Santé, qui expliqua que la substance n'était autre qu'une bactérie déjà connue, mal interprétée par le Dr Schlein au moment des faits. Ainsi, pendant des années, la maladie d'Epstein fut reléguée aux histoires surnaturelles comme une légende du folklore de la guerre froide. Avec le temps, les témoins et les survivants se firent de plus en plus rares. Ce n'est que le 16 juin 2017, 50 ans jour pour jour après les faits, que le petit-fils de Klaus Fartmann révéla l'incroyable histoire de son grand-père lors d'une émission télévisée. Lors de l'émission, on apprit que, lorsqu'il était petit, son grand-père lui avait révélé la vérité. Il affirma que lorsque les soldats américains l'amenèrent à la base de Bremerhaven, il fut placé en quarantaine et bien soigné. Cependant, durant son séjour, il remarqua des hommes portant des combinaisons hazmat, arborant un gros logo d'une entreprise nommée Inviro. Les révélations du petit-fils de Klaus Fartmann lors de l'émission télévisée du 16 juin 2017 relancèrent l'intérêt pour l'incident d'Epstein. Ce qu'il raconta poussa les historiens et journalistes à se pencher une fois de plus sur l'affaire. L'implication d'Enviro, invoquée par Klaus dans ses souvenirs, fit surface comme une pièce maîtresse d'un puzzle longtemps resté incomplet. Selon les archives et témoignages retrouvés pendant la poursuite, l'entreprise Enviro, spécialisée en virologie et biotechnologie expérimentale, aurait été sous contrat avec les forces militaires américaines à l'époque. Son rôle, officiellement, était d'aider les recherches sur les agents biologiques dans le cadre de projets visant à développer des méthodes de guerre avancées. Cette arme devait être capable de neutraliser rapidement les troupes soviétiques sur le champ de bataille, sans recours direct à des moyens conventionnels. Il faut dire que dans l'après-guerre, l'Allemagne de l'Ouest, sous l'influence des États-Unis, était devenue un terrain fertile pour des projets de recherche sensibles. L'une des principales raisons de ce choix était la présence sur le territoire de scientifiques nazis récupérés par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre d'opérations telles que Paperclip. Ces chercheurs, experts en chimie et en biologie, avaient été intégrés à des programmes militaires et scientifiques américains, apportant leur expertise à des projets classifiés. Les témoignages de Klaus sur la base de Bremerhaven concordaient également avec des documents montrant que, peu après l'accident du camion-citerne, des équipes d'Enviro avaient été dépêchées sur place pour récupérer le produit déversé. Ces équipes, à bord de camions identiques à celui de l'accident, avaient été observées par plusieurs habitants d'Epstein, mais leur présence n'avait jamais été rapportée dans le récit officiel de l'époque. L'héritage de l'implication d'Enviro demeure un sujet de controverse. En 2018, une enquête indépendante commandée par des journalistes allemands confirmant que l'entreprise avait dissimulé des informations critiques sur les dangers potentiels de ses recherches. À ce jour, Enviro refuse de commenter ces accusations, affirmant que tous ses travaux respectaient les normes en vigueur à l'époque. Alors, que faut-il penser de cette affaire? Était-ce un simple accident, une chaîne d'événements malheureux, amplifiée par le contexte tendu de la guerre froide, ou une opération clandestine soigneusement dissimulée? La mystérieuse substance retrouvée, les visites des hommes en hazmat estampillés du logo d'Enviro et l'étrange comportement des autorités américaines, tout cela pointe-t-il vers une expérimentation d'armes bactériologiques, ou ne sont-elles des coïncidences interprétées sous un prisme paranoïaque? Et que dire des chèques adressés aux habitants d'Epstein qui, selon son petit-fils, pourraient être la preuve d'un vaste effort pour hacher le silence des habitants? Et que dire des souvenirs racontés par Klaus Fartmann?
Était-il réellement un témoin clé ou simplement un homme marqué par un drame? Pourquoi la présence militaire à Albstadt semblait-elle si préétablie, presque comme si l'accident du camion n'était qu'une étape dans un plan bien plus vaste? La vérité, si elle existe encore quelque part dans des archives classifiées ou dans la mémoire des derniers témoins, reste quasiment hors de portée. La maladie d'Albstadt, son origine, ses conséquences et ses protagonistes demeurent enveloppés d'un voile de mystère. Était-ce une tragédie humaine ou le produit d'ambitions inavouables? À ce jour, ces questions n'ont aucune réponse, laissant l'histoire suspendue entre réalité et légende dans les brumes du doute. Une histoire surréaliste à jamais perdue dans les méandres du temps et de l'oubli. Nous sommes à présent arrivés au bout de cet épisode. Métro hanté, poisson envoûtant, élèves crottés, maladie insoutenable, tout autant des histoires à dormir debout, pourtant basées sur des faits plus que réels. Tant de questions qui ébranlent nos esprits rationnels et qui nous font tomber dans l'irrationnel. Pas surprenant qu'elles soient aujourd'hui considérées comme des dossiers impossibles. Il est présentant pour moi de vous dire au revoir. C'était Victor Delacroix, merci de votre écoute et à la prochaine.